Dans cette journée consacrée à la femme et dans laquelle on a invité un pédiatre, donc je suis très honoré de parler dans cette réunion. Donc la douleur de l'enfant, je vais essayer de vous résumer en un court temps tout un domaine qui est extrêmement vaste. Donc la première chose que je voulais vous montrer est que si actuellement on parle d'une anesthésie pour un enfant, la réponse est unanime et bien entendu une anesthésie est nécessaire pour un enfant. Eh bien, il y a 30 ans, cette question-là n'avait pas partout la même réponse. Et cela a changé en 1987 par les travaux du professeur Anand. En fait, ça a commencé, lui, en faisant sa thèse de médecine en 85 sur les facteurs de mortalité. Il met tous les facteurs qui pouvaient être intégrés et il trouve qu'il y a une association entre l'anesthésie et en fait, la chirurgie avec absence d'anesthésie, la mortalité. Il dit que ça doit être quelque chose de totalement fortuit. Finalement, il se planche sur ces problèmes-là et il conduit une étude randomisée. Et en même temps, il y a une situation à peu près similaire aux États-Unis avec un enfant qui s'appelle Jeffrey Lawson, qui vont tous les deux contribuer de façon marquée à ces développements. Et pour l'étude d'un an, finalement, il conduit une étude randomisée avec seulement 16 nouveau-nés dans lesquels les enfants devaient subir une intervention à cœur ouvert pour la fermeture d'un canal artériel. Dans cette étude-là, la moitié d'enfants sont randomisés à avoir une anesthésie et l'autre moitié sans anesthésie. Mais les pauvres petits bougeaient quand même, donc il fallait les paralyser. Ils étaient tous paralysés et le groupe sans anesthésie avait du protoxyde d'azote, que nous connaissons très bien, que ça va pour des douleurs mineures, mais pas pour une intervention à cœur ouvert. L'autre groupe avait l'anesthésie de l'époque. Finalement, je vous fais la synthèse, l'élévation d'hormones de stress, les complications post-opératoires étaient bien entendu plus importantes chez les enfants qui n'avaient pas bénéficié d'une anesthésie. Une étude de cette nature nous semblerait totalement inadmissible actuellement. Cet auteur-là, qui est un des pionniers de la douleur, n'a pas récolté la gloire immédiatement. C'est apparu dans une très grande revue, le Lancet, et les gens n'ont pas parlé. Seulement 6 mois plus tard, une revue grand public reprend cette étude-là. Mais non pas pour féliciter l'auteur, mais pour l'accuser, parce qu'il considérait que c'était non éthique d'avoir conduit une étude de cette nature. Il a dû s'expliquer pour dire que ce qui était fait dans le groupe placebo était plutôt la pratique du moment et non pas quelque chose qu'il avait inventé. Et ça a changé. En même temps, aux États-Unis, un enfant de 25 semaines a une intervention pour un canal artériel. La maman suivait de très près. Malheureusement, cet enfant décède quelques semaines après la naissance. Quand elle récupère le dossier, la maman s'aperçoit que l'enfant avait été opéré sans anesthésie pour la fermeture d'un canal artériel. Elle est révoltée. Elle écrit au Washington Post. Le Washington Post publie cette lettre-là. Et là, c'est le scandale public. Parce que la population ne peut pas comprendre qu'un nouveau-né de cet âge-là n'ait pas pu bénéficier d'une anesthésie. Ces deux événements ont été des événements marquants dans l'histoire de l'anesthésie du nouveau-né et de l'enfant en général. Maintenant, effectivement, l'anesthésie est acquise et puis le traitement de la douleur aussi presque partout. Mais pourquoi prévenir et traiter la douleur? La première raison, la raison humanitaire et éthique. Pas la souffrance que l'on peut éviter, pourquoi la laisser? Mais l'enfant, et l'adulte aussi, mais l'enfant, un être en développement, a en plus de cette souffrance physique des conséquences néfastes qui sont de plusieurs natures. Il y a une nature psychologique, des phobies aux soins qui sont créées. On a entendu quelques exemples dans lesquels les enfants ne voulaient plus revenir. Il y a le système de la douleur qui est modifié. Il est modifié, certes, par les morphiniques, mais il est modifié aussi, surtout par la douleur. La douleur que l'on ressent plus tard, quand on a eu une douleur à un endroit, est modifiée pour toute la vie. Et il y a aussi donc cette altération de la perception douloureuse, mais il y a également des anomalies du système nerveux central qui peuvent apparaître et on en voit de plus en plus. Même si ces types d'études sont extrêmement difficiles à faire parce qu'on ne peut pas randomiser, bien évidemment, des enfants à qui on va faire des gestes douloureux et pas à d'autres, mais on utilise la vraie vie pour essayer d'isoler l'effet de la douleur
des effets des traitements, des effets des pathologies. Et bien que ces études-là soient difficiles, il y a maintenant tout un faisceau d'études, j'en ai colligé quelques-uns, dans lesquelles on utilise le modèle du nombre des fractions cutanées des nouveau-nés en réanimation néonatale, et on voit que ce nombre élevé est corrélé de façon positive avec une réduction précoce de la substance blanche et de la substance grise sous-corticale, avec une moindre croissance corporelle et du périmètre crânien, avec une altération du développement microstructurel du faisceau corticospinal, avec une fonction cognitive et motrice plus pauvre à 8 et 18 mois, avec un cortex plus fin un tiers des régions au niveau du cerveau, des anomalies de la microstructure de la substance blanche, des QI plus bas, et je n'ai fait qu'un résumé. Il y a tout un tas d'études actuellement qui vont toutes dans le même sens quand on essaie d'intégrer tous les éléments confondant ceux qui restent là, et cet élément extrêmement important. Donc, ce n'est pas simplement la souffrance évitée, il y a aussi un développement qui est modifié. Alors, de façon très schématique, parce que les douleurs sont extrêmement multiples, effectivement, on a parlé ici tout à l'heure de douleurs aiguës, de douleurs chroniques. Effectivement, il y a une différence que l'on doit faire parce qu'on ne les traite pas de la même façon. Il y a la douleur aiguë de courte durée qui est due, ça peut aller des vaccinations, des examens diagnostiques, notamment les piqûres, la chirurgie, des chirurgies courtes. Et puis, il y a des douleurs récurrentes, des causes multiples, multifactorielles, et des douleurs abdominales, des douleurs dites fonctionnelles, etc., des céphalées, des migraines, ou des douleurs liées à une maladie chronique, un cancer, parce que l'enfant aussi est touché par le cancer, ou des drépanocytoses pour d'autres maladies. Donc, il y a des causes qui peuvent donner des douleurs chroniques qui vont atteindre de façon très importante la vie de l'enfant. Pour vous donner une idée de la magnitude de la douleur liée à la maladie. Ici, je vous présente une étude que nous avions faite en région parisienne dans toutes les unités de réanimation néonatale. On a pris tous les enfants qui étaient admis à partir d'une date dans toutes les unités et on a compté tous les gestes des natures douloureuses. Il y a eu à peu près 1000 personnes qui ont participé. Donc ici, vous voyez, il y avait 430 enfants. Et quand on compte le geste, on a compté que pendant 2 semaines, parce qu'il y avait 1000 personnes qui participaient pour les compter, 24 heures sur 24, donc on ne peut pas abuser de la confiance. Le temps médian des séjours était de 8 jours, mais il y a des enfants qui étaient là plus de 14 jours. On a arrêté le décompte à 14 jours. La ligne rouge, ça correspond à la médiane. Cela veut dire qu'en fait, on était à 75 à peu près. La moitié d'enfants que nous avons étudié avait suivi plus de 75 gestes douloureux pendant la période de l'étude. Mais vous voyez une boîte jaune qui indique le 25e et le 75e percentile. Tout ce qui est au-dessus de la boîte, donc un quart d'enfants avait suivi plus de 145 de son geste. Et vous voyez les différentes boîtes par âge gestationnel. Et vous voyez que les plus prématurés, quand on voit avant 30 semaines, un quart d'enfants subisait 200, 250, 350 gestes pendant cette période. Et nous ne comptons que les gestes des natures douloureuses, c'est-à-dire ceux qui avaient une invasion des cavités ou les gestes qui avaient une effraction cutanée. Les soignants même qui avaient participé à cette étude étaient extrêmement surpris parce que nous, soignants, on restait là 8 heures, on reste 12 heures, et puis ensuite, on a des RTT, des vacances, et des sur-RTT, etc., tout ce qu'on peut avoir. Et quand on revient, en fait, on a tout oublié. Mais l'enfant est resté là. Et quand les soignants venaient et voyaient le cahier de recueil, constataient par eux-mêmes que pendant ces absences-là, les gestes continuaient à être colligés et à remonter de façon importante. Si on va un peu plus dans les détails, on voit par exemple que jour par jour, là c'est par jour d'hospitalisation. Le premier jour s'arrêtait à minuit, donc il était plus court. Mais si on voit à partir du deuxième jour, il y avait pour certains enfants plus de 20 gestes douloureux par jour. Et cela diminue que lentement pendant la première semaine. Et si on voit encore plus près, on voit par exemple ici un enfant de 27 semaines, 670 grammes, il avait subi 211 gestes douloureux, dont en rouge 74 poncions au talon. Donc imaginez le talon d'un nouveau-né de cet âge-là. Mais ce n'était pas lui le champion. Le champion, c'était celui qui était à côté. Il avait subi 95 poncions au talon pendant 2 semaines. Donc en fait, on s'aperçoit que certes, les progrès de la néonatologie, de la réanimation néonatale sont extrêmement importants et on sauve actuellement des enfants qui mouraient auparavant. Mais contrairement, comme je plaisante avec mes collègues obstétriciens, je dis 32 semaines, ce n'est pas un enfant à terme. On les sort à bien, ils survivent bien, mais cela s'est fait au prix parfois d'une intervention extrêmement invasive. Et des nouveau-nés très prématurés, on oublie parfois, subissent des gestes extrêmement fréquents. Donc vous voyez ici, probablement nous en tant que pédiatres, en tant que réanimateurs,
nous devons commencer une désescalade. C'est-à-dire que dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt que nous voulions donner à ces enfants-là, on a probablement exagéré nos techniques, parce que je ne suis pas sûr que 95 fois en 2 semaines, nous ayons vraiment eu besoin de connaître ces gaz, sa glycémie, etc. Et que des fois, on a peut-être bien intentionné, la main un peu lourde. Alors après, tout à l'heure, on disait effectivement, on a des solutions, on a des solutions pour la grande majorité des problèmes qui se présentent en matière de douleur. Mais est-ce que tout le monde les applique? Est-ce qu'il suffit de former les gens? Est-ce que les gens le savent? Quand on mène des enquêtes, des connaissances ou des pratiques déclaratives, tout le monde est bon. Mais bien sûr, je connais ça. Combien de fois vous l'utilisez? Mais quasiment toujours, on arrive à 90%. Là, on les a comptés dans une autre étude qu'on a faite quelques années plus tard, il n'y a pas longtemps. En vert, vous voyez, on a pris toutes les effractions cutanées. Et cette fois-ci, on avait 500 enfants, 589 enfants exactement. On a compté toutes les effractions cutanées, donc ponction veineuse, ponction artérielle, ponction au talon. En vert, c'est le taux d'analgésie donné avant la ponction. En rouge, globalement, en fait, on était à 62% d'analgésie, ce qui est très bien. Quand on montre à des collègues américains, mais c'est super, les Français, c'est des champions. Nous, en Amérique, on est plus bas que ça. Mais en fait, ce qui me frappe le plus ici, c'est la différence entre les centres. Vous voyez, le centre H, par exemple, ils avaient 88% d'analgésie pour les gestes. Mais à côté, un hôpital voisin, je ne dirai pas les noms, vous voyez, il y avait, eux, 78% d'absence d'analgésie, seulement 22%. Qu'est-ce qui fait que pour un même geste, des gens qui ont été formés au même endroit, qui vont au même congrès, qui sont à quelques... C'est dans la région parisienne, donc c'est même pas loin, et des pratiques si différentes. Ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible qu'en fait, on se permette de dire, voilà, moi j'y crois pas, moi je l'ai fait, moi je ne le fais pas, parce que ce n'est pas un droit que nous avons vis-à-vis de la souffrance de nos patients. Alors après, quand on prend l'enfant plus grande, effectivement, c'est difficile d'évaluer la douleur parce que l'enfant n'est pas en capacité, avant un certain développement, de pouvoir nous l'indiquer comme le grand enfant ou l'adulte nous dit. De façon encore très schématique, en fait, on dit qu'on l'évalue de la même façon que chez l'adulte après 6 ans. Certains enfants de 4 à 6 ans arrivent à le faire, mais c'est plus compliqué. C'est assez simple, ce sont des échelles comme celle-ci, des réglettes avec pas de mal du tout, très très mal, et derrière nous avons les chiffres. Ou sinon nous utilisons également des échelles des visages ou des jetons pour les enfants qui sont dans des maladies chroniques. Mais bon, on arrive à se débrouiller avec ça chez les enfants de 6-7 ans. Mais ensuite, nous avons des outils que nous avons développés pour les enfants plus jeunes, qu'on a appelé les échelles d'autorévaluation. En fait, elles sont basées sur les réponses que la douleur provoque dans l'organisme. Quand on souffre, quand on a mal, on pleure, notre système végétatif est actionné, on a des manifestations physiologiques, hormonales, comportementales. Les gens ont étudié l'intensité de ces réponses-là et on a fait le parallèle en disant que plus ces réponses étaient intenses, plus la douleur l'était également. Donc, c'est pas exact, mais quoi qu'il en soit, toutes ces échelles-là, il y en a beaucoup, ont une objectivité bien supérieure à celle que nous pouvons avoir par un pifomètre simple d'un soignant qui dirait « je trouve qu'il a mal, je trouve qu'il a pas mal ». La douleur n'est pas dichotomique, la douleur a un certain niveau d'intensité. Donc toutes ces échelles, avec tous les défauts qu'elles ont, sont bien plus appropriées que juste le sentiment des douleurs ou pas perçu par les soignants. Alors, après, il y a la souffrance que nous infligeons à nos patients parce qu'en fait, on fait beaucoup de gestes. Voilà ce que les patients regardent. Voilà, c'est les enfants au secours, un enfant de 12 ans, parce que c'est comme ça qu'ils voient. Nous, adultes, parfois, on ne se rend pas compte de cela. Quels sont les moyens? Les moyens sont extrêmement divers, sont exactement les mêmes que nous avons chez les adultes. On a le paracétamol, les anti-inflammatoires, les morphiniques avec différentes formes, et puis des anesthésiques locaux, mais également des moyens non médicamenteux. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, il y a différents moyens, et ils ne sont pas des petits moyens. Ce sont des moyens qui ont toute leur place. Parfois, ils peuvent être suffisants tout seuls, et le plus souvent, ils le sont en accompagnement, en synergie avec les moyens médicamenteux. Il y a des solutions sucrées pour les tout-petits, pour les nouveau-nés. Jusqu'à l'âge de 4 mois, on a découvert ça il y a très longtemps, que les solutions sucrées concentrées
provoque probablement la libération d'opioïdes endogènes qui permettent, dans les 5 minutes qui suivent ces goûts dans la bouche, la pratique d'un geste douloureux. Il y a la succion d'une tétine également par un autre mécanisme, probablement par compétition d'un flux au niveau du système nerveux central, l'allaitement maternel par tout ce que ça représente, la distraction et la distraction. Je reviens quelques minutes sur la morphine. On l'utilise largement en douleur aiguë, on l'utilise en douleur chronique. Nous avons un problème en pédiatrie, on doit s'adapter. Il y a très peu de formes galéniques adaptées à l'enfant. Ça ne paye pas à l'enfant. Vous avez une molécule cardiovasculaire, vous avez 40-50 ans de prescription, c'est un jackpot. Pour la pédiatrie, non. Donc on est, nous, tout le temps, hors AMM. Il y a les études montrent que parfois 90% de nos prescriptions sont AMM parce qu'en fait on doit déconditionner, on doit bricoler pour pouvoir traiter les enfants. Les enfants ne sont pas des petits adultes et on doit s'adapter. Donc là ici pour la douleur aiguë, on bricole, on se débrouille comme on peut, mais on aurait besoin qu'il y ait plus de formes galéniques adaptées à l'enfant. Ici, je vous montre en une minute une. Ça, c'est un enfant qui avait, dans une étude, tiré le mauvais numéro, même si c'était 2 x 7. Il avait du placebo, voilà, qui montre bien sa douleur de cet instant-là. Celui-là, il a tiré le numéro suivant, il a tiré le sein de sa mère. Il a 100% de saturation, 137 de fréquence cardiaque. Bon, elle a un peu de mal, mais je vous garantis, elle va arriver, elle va réussir à le faire. J'ai encore raccourci parce que ça durait longtemps, mais en 1 minute, vous allez voir qu'au final, elle y arrive. Et il n'y a pas de changement de la saturation. La fréquence cardiaque n'a pas beaucoup changé. Je crois qu'elle y est. Et puis après, elle va commencer une fois qu'elle y sera, à comprimer la main de l'enfant, ce qui est aussi une partie douloureuse. Mais cet enfant-là, il est ailleurs. Voilà, ça y est. Donc là, c'est bon, elle a obtenu le prélèvement. Continuez. Après, je vous disais, c'est le mélange de tout un tas de moyens. Je vous montre cette séquence-là. C'est une gamine qui était arrivée à 17h, 20 minutes après une chute, dans laquelle elle s'était amenée par les pompiers. Elle s'était cassé le bras probablement. Donc elle arrive, installation immédiate. Et la douleur, c'est un ensemble des choses. C'est un accueil bienveillant. Ce que je voulais vous montrer, par exemple, dans cette photo qui résume beaucoup de choses, voilà, c'est la relation empathique, le médecin qui explique à la mère. C'est la distraction par une tablette dans laquelle la gamine est en distraction, elle est ailleurs. Mais aussi un moyen médicamenteux, elle a du protoxyde d'azote. Et ici, à côté, il y a la collègue qui prépare la dose de morphine. Voilà cet ensemble-là. Dans cette photo-là, vous voyez tous les éléments qui doivent être présents pour que ce qu'on racontait tout à l'heure, cette horreur de souffrance. Vous voyez, on n'a pas l'impression qu'elle souffre énormément. Hein. Pourtant, voilà, en plus, elle a la main qui contacte avec l'enfant. Tout cela, je trouve que dans cette photo-là, résume une attitude, une culture douleur, une culture de bienveillance qui doit être présente. Il ne suffit pas de filer la morphine, il ne suffit pas de mettre une tablette, il ne suffit pas de mettre un masque. C'est un ensemble avec une bienveillance qui doit être le maître mot. Et puis voilà, et son bras était quand même un peu cassé. Hein. Donc même si on n'est pas orthopédiste, on arrive à voir ça. La distraction, bon, je vous passe rapidement ça parce que le temps est assez... Mais c'est une approche cognitivo-comportementale qui permet d'engager. C'est pas simplement des croyances, ça a été montré par des images dans lesquelles on arrive à bloquer l'activation des ondes douloureuses par la distraction. Et de la même façon par l'hypnose, etc. Ici, par exemple, vous voyez, cet enfant-là est en train de jouer. Il joue avec, on le suture, avant ça aurait été la crise. Il est en train de jouer dans une distraction active. Il a l'anesthésie locale, il a le protoxyde d'azote, ça se passe d'une façon tout à fait correcte. Là, ici aussi, pour les tout petits, on les développe par les jeunes enfants. Voilà, le petit gamin, il est subjugué par cette image-là. Mais aussi pour les plus grands,
Là, lui, il a son pouce cassé, le chirurgien qui est en train de travailler dessus, lui, il a son protoxyde d'azote, il a sa tablette, et puis surtout sur sa tablette, on regarde un bon match de foot avec Messi, bah, ça change tout. Voilà, en conclusion, la plupart des douleurs peuvent être prévenues ou traitées, et c'est une responsabilité majeure des soignants. On n'a pas le droit de ne pas donner les traitements que les patients méritent. Les moyens médicamenteux et non médicamenteux sont efficaces, surtout combinés. Des formulations pédiatriques devraient exister de façon plus large. Une formation, une incitation à l'amélioration du traitement de la douleur de l'enfant est indispensable pour que les gens ne soient pas simplement informés, mais formés, mais de façon active. La douleur de l'enfant est une priorité de santé publique. Et puis, un point qui a été mentionné tout à l'heure, c'est que les patients devraient être conscients de tous les moyens dont on dispose et que maintenant les parents doivent faire pression parce qu'un soin qui n'est pas donné en intégrant la prise en charge de la douleur est un soin de moindre qualité. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait, c'est un droit et les parents doivent l'exiger actuellement. Merci beaucoup.